Chers amis, et je vais accueillir Hugues Granereau et Maître Alexandra Béard. Alexandra, Hugues, bonjour. Prenez place. Voilà, on va finir notre matinée de ce Filmètre Riviera. Alors, nous devions accueillir également la chargée d'investissement de Région Sud Investissement, Marie. Marie est Covidée, donc on pense à elle, mais elle m'a appelé hier soir. Donc nous serons avec Alexandra et Hugues. Merci d'être là. Alors on va parler, Alexandra, avec vous, parce que comme à la télé, il faut se tutoyer, même si on se connaît. Donc on se tutoie. On va parler du pacte des actionnaires. Je tiens, et c'est assez régulier dans le Filmed, à venir sur des sujets, puisque des start-upers nous écoutent et écouteront en grand nombre le replay que nous sommes en train d'enregistrer. Je tiens à parler du pacte d'actionnaires parce que c'est pour moi un jalon extrêmement important, dès le départ, de la structuration, dès les premières levées, et cet après-midi, on parlera de levée d'amorçage essentiellement. Dès le départ, c'est penser pacte d'actionnaires pour éviter d'avoir les ennuis plus tard. Vous nous direz si c'est le cas ou pas et comment on fait. Et Hugues, merci d'être là pour GSA Prado. Hugues, c'est la seconde fois, je crois, ou la deuxième fois que vous parlerez, essayez de vous voyez aussi, vous parlerez de cybersécurité ou du risque cyber. Pourquoi ? C'est facialement comme ça assez éloigné du financement. Dans mon esprit, ça ne l'est pas du tout. Quand on lève aujourd'hui, face à des fonds, on voit bien arriver cette brique des nouveaux audits autour du risque cyber, globalement de l'assurantiel dans l'entreprise qui ouvre son capital. C'est un élément absolument fondamental, chers amis. Demain, tous les fonds et les BA vont vous demander un audit assurantiel. Et dans cet audit assurantiel, il y aura le risque cyber. Comment je l'ai identifié, comment je suis couvert. C'est de ça dont va nous parler Hugues. Alexandra, merci d'être là pour Akeos, Société d'avocats d'affaires. Merci, une grande fidèle. C'est toujours un plaisir d'être là. Avec les associés d'Akeos du Filmed depuis le départ, et merci à Marseille comme à Sofia. Pacte d'actionnaires, pourquoi faut-il y penser tout de suite? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? En deux mots, le pacte d'actionnaires pour les nuls. Alors d'abord, le pacte, ce n'est pas un gadget. On entend beaucoup parler du pacte d'actionnaires quand on est porteur de projet, et donc on se dit à un moment, je vais monter ma boîte et je vais créer une SAS et je vais faire un pacte. Et on a l'impression que c'est un peu le package obligatoire sans se rendre compte de ce qu'il y a derrière. Un pacte d'associés, ce n'est pas un document type. Nous, au cabinet, on n'appuie pas sur un bouton pour sortir un pacte préimprimé dont on remplit les blancs. Et c'est avant tout un outil de réflexion pour le chef d'entreprise. Et ce que je trouve très intéressant pour les start-upers qui nous écoutent, c'est que pour faire son pacte, il faut commencer par se poser la question de quel entrepreneur on est, de quel chef d'entreprise on va être demain. Parce que le pacte d'actionnaires, c'est un outil de gestion du risque, c'est un outil qui encadre la communication avec ses investisseurs, mais c'est avant tout un outil de gouvernance. Et la gouvernance, c'est quoi? C'est la façon dont on gère les relations avec ces parties prenantes qui sont nos associés, demain nos salariés, nos banquiers, nos fournisseurs, etc. Et donc, bien rédiger son pacte, c'est se poser la question assez intime, finalement, de se dire, je suis qui, moi, en tant que chef d'entreprise? Comment est-ce que je vois ma position par rapport à tous ces gens qui vont m'entourer demain? Comment est-ce que je prends des décisions? Est-ce que je suis quelqu'un d'un peu autocrate, qui a du mal à partager la prise de décision? Ou bien est-ce que je suis quelqu'un qui est complètement dans la démocratie participative? Il n'y a pas un schéma mieux que l'autre, mais en toute chose l'excès nuit. Et donc, si on essaye d'aller se mettre dans des chaussures qui ne sont pas les nôtres, ça va gêner, ça ne va pas bien se passer. Et c'est en général comme ça qu'on voit des relations d'associés qui explosent, par exemple, parce qu'on n'a pas bien posé les choses au départ. Et je pense qu'en France, on est encore très en retard sur ce sujet de la gouvernance. C'est important, sur la précédente table ronde, les intervenants en parlaient, c'est important de comprendre à quel point, en fait, c'est primordial de gérer ça. Il faut le faire, son pacte, dès l'origine, dès la création de la SAS, c'est souvent une SAS. On le fait. Comment il évolue lorsque je lève des fonds? Quelle est la stratégie? Alors, le pacte, c'est quelque chose qu'on fait et qu'on refait. C'est
pas un outil qui est gravé dans le marbre pour les 15, 20, 30 années qu'on souhaite de vie à toutes ces startups. C'est quelque chose qu'on commence à penser déjà de manière informelle quand on commence à parler avec ses cofondateurs et qu'on se dit demain on va monter une boîte et puis ça va marcher comme ça, je serai président, tu seras DG, etc. C'est déjà les prémices du futur pacte. Donc ça doit être mis sur la table très tôt. C'est important de signer un pacte tout de suite. C'est quand on est d'accord, quand on a l'énergie qui nous porte vers un but commun, qu'on a la capacité de discuter pour mettre en place un pacte. Et ensuite, quand on va lever des fonds, alors en général, les toutes premières levées en love money ou les friends and family qui rentrent au capital vont pas donner lieu à une refonte du pacte, en principe, parce que ce sont des primo-investisseurs peu exigeants en général en termes de gouvernance. C'est les amis, la famille, les quelques proches qui rentrent plus par attachement pour les fondateurs qu'autre chose. Dès qu'on voit arriver les premières levées d'amorçage, là, des business angels, on est sur des investisseurs qui sont structurés, qui ont des attentes. Donc peut-être qu'il faudra aménager quelques clauses du pacte, voire le refaire s'il n'est vraiment pas dans les clous des attentes de ces investisseurs-là. Et puis petit à petit, on va aller vers des choses de plus en plus élaborées. On reviendra tout à l'heure sur comment on fait quand ça ne se passe pas bien. Je voudrais faire un petit test. Là. Il y a quelques startups qui vont pitcher cet après-midi. Levez le doigt s'il vous le voulez bien, celles qui ont fait un pacte. 1, 2, 3, 4. J'en vois déjà 2 qui ne l'ont pas fait. Intéressant. Vous êtes déjà plusieurs actionnaires à l'origine. Vous êtes en mode de levée. Ce qu'on vient de dire est fondamental. Pardon, c'est vrai que souvent, un frein à ça, c'est de se dire je vais faire un pacte, mais dans 6 mois, il va falloir le jeter à la poubelle et en refaire un avec des investisseurs, et ça coûte cher. C'est souvent en France, on a tendance à voir la dépense de conseil juridique comme une dépense et pas comme un investissement. Donc on se dit on va retarder cette dépense parce que dans 6 mois, je serai obligé de le faire, donc j'y passerai à ce moment-là. Et en fait, on ne voit pas tout ce que l'on gagne, et notamment le fait de fournir à des investisseurs un dossier dans lequel il y a un pacte et où on fait la démonstration que on connaît l'exercice, on sait à quoi ça sert, et aussi parce que ça permet de ne pas montrer une page blanche et de dire aux investisseurs j'ai déjà un pacte, insérez-vous. On va vous faire une place là-dedans, plutôt que de simplement recevoir la trame de pacte de l'investisseur et aller négocier un document qui n'est pas le nôtre. Ce n'est pas la même posture de négo. Il y a le fond du pacte et il y a l'image que l'on dégage à l'égard de l'investisseur. On est structuré, on a réfléchi à ces sujets. Bravo aux 4 qui ont levé le doigt, parce que ça veut dire que vous avez pris en compte ce sujet. Et pas bravo aux autres. Non, je plaisante. Mais on y reviendra tout à l'heure, Alexandra. Merci. Hugues, je l'ai dit tout à l'heure, et encore une fois, merci d'être là, et merci au groupe JOSA Prado, fidèle aussi du Filmed depuis de nombreuses années. Souvenez-vous, il y a encore quelques temps, on avait l'habitude, dans une levée, d'avoir l'audit du SI, l'audit financier évidemment, l'audit de l'API, du RGPD, etc. Bon, ok, tout ça est ancré. Maintenant, ce sont des usages. Arrive de manière absolument incontournable l'audit assurantiel, et notamment l'audit assurantiel sur le risque cyber. Une présentation, peut-être un mapping de ce risque, Hugues, si tu veux bien. Oui, merci Francis. Alors, évidemment, le risque cyber parle un peu moins aux startups parce que c'est évidemment pas votre priorité, et ça, c'est tout à fait normal. Pour autant, selon le niveau de business sur lequel vous êtes, et notamment sur la partie techno, c'est vrai qu'on peut se poser la question, notamment dans le cadre de données que vous pouvez posséder pour le compte de tiers, et dans le cadre du RGPD notamment, d'être à minima protégé. Mais peut-être avant de faire un petit focus, j'étais intervenu il y a pile poil 1 an ici, et j'avais terminé ma conclusion, je me rappelle, en disant attention, le risque cyber est un risque qui devient aujourd'hui systémique. La question n'est pas de savoir s'il faut que je sois assuré, mais comment. Et la question était de savoir finalement comment on pouvait trouver sur le placement une corrélation entre le niveau de prévention
au niveau des infrastructures réseau informatiques, le niveau aussi de process, et je parle principalement des usages et des habitudes des collaborateurs, la façon dont est gérée la confidentialité, la protection des données dans une entreprise. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui, avec la maturité de ce risque et l'intensité, les fréquences qui se multiplient, qu'en fait, en réalité, la difficulté devient maintenant de trouver des solutions de placement. Alors, le groupe GSA Prado intervient sur des startups, des TPE, des PME, des ETI et aussi des grands groupes. Il est évident que l'exposition des grands groupes n'est pas la même que pour une PME, mais pour autant, le raisonnement est le même. Ça veut donc dire qu'il faut déjà, à minima, que vous puissiez comprendre que la première des protections en cyber, c'est le bon sens et c'est les usages que vous pouvez préconiser au sein de votre entreprise. En un an, quelques chiffres pour vous donner la dimension de l'intensité de la fréquence et du côté systémique. Marche plus ? C'est bon, c'est bon. C'est revenu. En 2021, bon, ce sont des sources qui viennent de cybermalveillance.gouv. On s'est aperçu qu'il y a eu plus 95% de demandes liées aux menaces sur les entreprises pour des rançongiciels, demandes de rançon. Vous avez eu 173 000 demandes d'assistance sur des plateformes. Donc, c'est quand même des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. L'ANSSI nous a fait part de 1057 incidents. Et la CNIL parle de plus 68% de notifications qui ont été faites auprès des PME et des ETI. Donc, c'est quand même significatif en une seule année, 2021. Sachant que 2021 était une année, si on la compare à 2020, qui était déjà une année en forte progression. Peut-être des questions qui sont toutes simples que vous pouvez vous poser, savoir qu'est-ce que finalement recouvre la notion de cybersécurité et de risque assurantiel. D'abord, on connaît tous le fait que si on parle d'une définition toute simple, une cyberattaque, c'est d'abord un acte de malveillance, interne ou externe. Les gens parlent souvent de l'externe, mais un tiers des attaques sont issues de l'interne. Personne ne le sait, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut commencer à travailler sur sa propre zone de sécurité et de prévention. Ensuite, vous avez évidemment les piratages, espionnage, vol de données et cyberextorsion qui existent de plus en plus, et les blocages de systèmes. Donc aujourd'hui, le RGPD, qui est une loi qui date de 2018, comme vous le savez, fin 2018, vous oblige, dans le cadre de détention de data, pour le compte de tiers, à pouvoir les sécuriser. Ceci, maintenant, est extrêmement encadré et surveillé. Vous avez la nécessité, ensuite, je vous donnerai des exemples de sinistres qui vous parlent, qui sont extrêmement pratico-pratiques, mais pour revenir à la question de Francis et sur les audits, ce qui est très important, c'est de ne pas ignorer certains risques. C'est d'avoir finalement toujours en tête, et ça c'est souvent le cas pour des ETI ou des belles PME qui ont des risques managers, donc avec des postes qui sont dédiés exactement pour ce travail, mais un peu moins parce que les moyens manquent et que le chef d'entreprise est un chef d'orchestre qui fait tout à la fois. Donc, quelquefois, le DAF ou le RAF le fait, mais souvent, c'est pas toujours... malheureusement, on n'a pas toujours les moyens. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'à minima, il faut que vous ayez une cartographie des risques, savoir ce que je dois assurer, quel est mon patrimoine, quelles sont aujourd'hui mes zones d'actifs. Le cyber est une zone de vulnérabilité forte puisqu'il s'agit de la data. Et la data, c'est souvent la richesse numéro 1 de l'entreprise. Donc, il faut la sécuriser pour son propre compte. Et j'insiste, pour le compte de tiers, pour le compte des salariés également. Et en faisant ce petit travail d'audit que nous, on a évangélisé au sein du groupe GSA Prado depuis maintenant 3-4 ans, on travaille avec beaucoup de fonds d'investissement. Et c'est vrai que dans le cadre d'une due diligence, la première question qu'on vous pose, c'est comment vous avez sécurisé vos actifs. Donc la revue des risques est une chose qui est essentielle. Aux États-Unis, ça fait bien longtemps que c'est un prérequis avant tout investissement. On fait en général les audits RH, les audits financiers, les audits sur les goodwill et sur les modèles économiques, mais très peu sur les risques. Or, quand on investit dans une société, la première chose, c'est qu'on investit sur sa pérennité. Donc si jamais demain il y a un pépin important, est-ce que je peux payer, est-ce que je peux m'assurer contre ce pépin, contre cette perte d'exploitation potentielle?
Est-ce que oui ou non, j'ai fait le nécessaire? Donc c'est des questions basiques, go, non go, mais il faut faire ce petit travail d'exercice qui n'est pas très compliqué. Nous, on a beaucoup travaillé là-dessus au sein du groupe et on peut délivrer des audits de 3-4 pages qui permettent vraiment de donner la main et le libre arbitre aux chefs d'entreprise. Donc voilà, dans un premier temps, je rentrerai peut-être dans des détails très précis sur des notions d'exemple et pour que ça soit parlant à tout le monde, mais c'est vrai que c'est une notion qui est maintenant essentielle. Merci Hugues. Donc la question n'est pas de savoir s'il faut se couvrir, c'est la question est de savoir comment je me couvre. Donc là, vous avez modélisé une espèce de check, d'audit un petit peu industrialisé en quelque sorte, que vous pouvez appliquer à toutes nos PME. Alors, nous, on est très en amont. Hein. Ça fait depuis 2017 qu'on est sur cette question de cyberassurance. Alors, je sais qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est un peu la peur du gendarme. En fait, la réalité, c'est que c'est un travail d'aller et retour et de cartographie des risques, je l'ai expliqué, donc de recueil d'informations. Donc, avant de donner une garantie, il faut qu'on puisse savoir ce qu'on garantit, quel est le périmètre à garantir. Donc, pour ça, on passe par des audits et par des recueils d'informations. Donc, c'est assez scolaire, mais si on n'a pas l'info, on peut pas évidemment donner de garantie derrière. Et c'est à la lecture de ces premiers questionnements, de ces premières informations qu'on peut recueillir, qu'on peut orienter le client en lui disant attention sur tel et tel niveau. Peut-être qu'avant de trouver une solution via un assureur qui vous couvre pour tel ou tel risque, il faudrait peut-être que vous fassiez vous-même le travail de prévention. Il y a un tout petit peu d'investissement à faire, il y a un tout petit peu de process à mettre au niveau des habitudes et la façon dont est gérée la data chez vous. Donc ça, on le fait à travers des recueils d'informations. On a beaucoup travaillé avec les différentes compagnies. Il y a 5-6 compagnies sur l'ensemble du marché de l'assurance qui sont en capacité de donner des garanties cyber pour et en fraude, parce qu'on pourrait parler de la fraude aussi, qui a un lien directement avec le cyber, parce que qui dit fraude dit trésorerie, et qui dit trésorerie dit risque potentiel de pérennité pour l'entreprise. Mais ces 3-4 sociétés avec qui on a travaillé, ça nous permet, selon le segment de marché auquel on s'adresse, des sociétés qui font moins de 5 millions, qui font plus de 5 millions, des très grosses entreprises, de pouvoir ainsi les aider finalement à faire ce travail qui est un travail qui est nécessaire puisqu'autrement il n'y a pas de placement de risque et s'il n'y a pas de placement de risque il y a de l'auto-assurance et là il y a un risque qui est pris par l'entreprise qui est très significatif. Merci Hugues. Avant de continuer avec Alexandra, avez-vous une question à poser sur ce qui vient d'être dit? N'hésitez pas à intervenir, c'est le moment. Si vous pour répondre à une question, n'hésitez pas. Tout est clair. Alors on continue. Alexandra, donc pacte d'actionnaires, on a dit très vite. Il ne faut pas que ça fasse peur. On va le dire différemment. C'est aussi une manière de montrer à ceux qui vont rentrer au capital, quelle qu'en soit la forme, que l'on est structuré, qu'on a réfléchi à ces sujets. Ok, j'ai fait mon pacte, mis à part l'argent de Tata Simone, c'est-à-dire le love money, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure. J'ai fait mon pacte. Arrive la première levée, je vais donc le faire évoluer. Les grandes questions à se poser à ce niveau-là. Et deuxième question, je suis dans la vie courante de l'entreprise et puis ça ne se passe pas bien avec un actionnaire. Comment ça se passe là? Et est-ce que l'avocat a un rôle d'intermédiation? Jusqu'où va le rôle de l'avocat? Un, quelle bonne question je me pose quand j'ouvre le capital? Et deux, qu'est-ce que je fais quand ça ne se passe pas bien? Alors, les bonnes questions à se poser quand on fait une levée et que donc on va faire ou refaire son pacte, c'est la question des attentes des investisseurs. On négocie bien quand on sait se mettre dans les chaussures de son interlocuteur. On ne peut pas prétendre recevoir l'argent d'investisseurs et ne rien donner en contrepartie. On pourrait me dire, bah oui, mais on donne du capital, c'est la contrepartie. Mais en fait, ce n'est pas une contrepartie suffisante parce qu'il y a le risque, bien sûr, de perdre son argent. Les investisseurs sont des capital risqueurs, donc il y a ce risque-là qu'ils sont d'accord pour prendre. Et puis, il y a tout un tas d'autres risques qui sont en fait des risques liés aux facteurs humains et notamment au comportement des personnes. Et donc, ce que les investisseurs vont chercher à travers le pacte, c'est une sorte de moralisation des rapports entre les parties et des droits que le droit des sociétés ne leur donne pas. En fait, un investisseur, à ce stade-là, c'est un minoritaire. Il va prendre moins de 50% du capital. Et un minoritaire, en droit des sociétés français, il n'a pas droit à grand-chose. Il a le droit à être convoqué une fois par an à l'Assemblée générale d'approbation de comptes. Il reçoit les 5 pages que représente bilan, compte de résultats annexes, un rapport de gestion plus ou moins détaillé.
et il vote pour, ou il s'abstient, ou il vote contre, et puis c'est tout. Et finalement, ce qui s'est passé l'année d'avant, il n'en a rien vu parce qu'il n'a pas accès aux comptes, parce qu'il a finalement un accès très limité. Donc le pacte, il va avant tout, pour les investisseurs, venir leur donner un accès à l'information et un pouvoir de mettre le holà, en fait, s'il y a des comportements qui sont potentiellement négatifs pour la société. Donc ça, il faut le comprendre, il faut comprendre les enjeux de ses interlocuteurs, et puis il faut voir si on est d'accord. Est-ce que j'accepte d'avoir un tiers à mon board? Est-ce que j'accepte que quelqu'un me dise non? Sur quel sujet? Est-ce que je trouve ça à faire qu'on me dise non ou pas? Et si la réponse, elle est non partout, alors il ne faut pas lever de fonds, parce que la vie ne sera pas possible avec un investisseur, et parce que de toute façon, on n'aura pas l'attitude au moment où on va aller pitcher son dossier devant un comité d'investissement qui donne envie à l'investisseur d'y aller. Quand on interroge les investisseurs, ils disent le principal no-go, c'est l'absence de fit avec l'équipe. C'est le fait qu'on se dit, en fait, ça ne va pas le faire parce qu'on ne va pas pouvoir faire société quelque part avec ces gens-là. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et ensuite, il y a une culture juridique que le chef d'entreprise doit acquérir, comme un chef d'entreprise acquiert une culture financière, une culture en termes de communication, de business, etc. Petit à petit, il faut apprendre un peu comment fonctionne un pacte. C'est un outil, en fait, un pacte. Ce n'est pas une punition. Et quand on fait ce travail-là, on se rend compte que en fait, on peut faire des choses qui sont assez créatives, assez intéressantes. Ça nous permet de dire qui fait quoi et qui ne fait pas quoi, en quelque sorte, dans l'entreprise. Exactement. Merci pour cette précision. Ma deuxième question, c'est ça ne se passe pas bien, ça ne fit pas, pour reprendre l'expression. Qu'est-ce qui se passe et quel est le rôle de l'avocat là? Est-ce qu'il y a un rôle d'intermédiation ou pas? Est-ce qu'on laisse les actionnaires entre eux se débrouiller et on répond simplement à la demande des actionnaires pour faire évoluer ou éclater le pacte? Je ne sais pas si ma question est claire, mais... C'est très clair. Alors, effectivement, dans le pacte, il y a le grand chapitre gouvernance, en gros, dont on a parlé, avec qui prend les décisions, comment, qui peut dire non, quand est-ce qu'on se voit, de quoi on parle. Et puis, il y a un grand chapitre qui sont qui regroupe les sanctions des éventuels comportements. On a concurrencé alors qu'on ne devait pas, on devait une exclusivité, on a fait quelque chose ailleurs, on n'avait pas le droit de faire rentrer un nouvel investisseur dans le pacte et puis on l'a fait quand même sans demander l'avis des autres. Un pacte bien rédigé, c'est un peu une arme de dissuasion. C'est-à-dire que logiquement, on ne va pas jusqu'à appuyer sur le bouton rouge jusqu'à l'exécution du pacte. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie stratégie dans les clauses qu'on choisit et donc on va pas décider comme ça à pile ou face, est-ce que c'est une clause d'exclusion, est-ce que c'est un rachat forcé, non, on va choisir la pénalisation des comportements en fonction de buts bien précis, d'objectifs bien précis. Et donc en général, le pacte est une arme de dissuasion parce qu'on sait que si on va dans ce comportement-là, il va y avoir une sanction que sans doute on peut pas s'offrir. D'autre part, on prévoit tout un tas de procédures dans le pacte qui peuvent paraître très contraignantes, de notification, de s'écrire à l'avance, etc. Et en fait, ce sont des choses qui poussent au dialogue les gens. Donc en général, quand on dialogue, dans 9 cas sur 10, on trouve des solutions. Même si ce sont des solutions un peu à couteau tiré, un peu tendues, nous, la plupart des conflits entre associés que l'on voit, quand il y a des pactes et que ce sont des pactes utiles, ce sont des conflits qui ne vont pas au contentieux, qui s'arrêtent avec de la négo et un protocole transactionnel. Grâce au pacte. Grâce au pacte, oui. Donc c'est très intéressant parce que, alors même si mon associé Alexandre Sorekas est là et c'est lui qui dirige le département contentieux du cabinet, on a aussi besoin de contentieux de temps en temps.
lui vous dira que en fait, la négociation et la transaction, c'est une grande partie de son activité, en fait, et que c'est du règlement amiable des conflits et qui est en général moins dommageable pour les parties qu'une procédure qui va durer longtemps. On s'en remet à un juge, on ne sait pas si le juge comprendra, s'il faudra faire appel. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher, et c'est du temps, et pendant ce temps-là, c'est de l'énergie qu'on ne consacre pas à son business, et donc c'est pas intéressant pour l'intérêt de l'entreprise. Bien sûr. Je vais revenir à Hugues. Je reviendrai, Alexandra, tout à l'heure. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est si la forme choisie de l'ouverture de capital, par exemple s'appuyer sur des BSAR, a un impact sur le pacte. Est-ce que c'est le même et comment on gère ça? Hugues, vous disiez tout à l'heure quelques exemples de ce qui se passe sur le terrain. Ça fait peur, le risque cyber. Quelques exemples d'entreprises qui ont été touchées? Oui, j'ai apporté trois exemples qui peuvent parler à tous. Un client qui est un domaine viticole et qui a un site e-commerce qui décide de vendre son vin à un plus large public. Il est dans une saine concurrence, il attire la convoitise, ce qui est normal. Des hackers arrivent à pirater le site et pour le mettre hors service, évidemment, ça a un préjudice et ça a un coût qui est estimé à 48 000 € pour une perte d'exploitation. La prise en charge est directement faite par le contrat d'assurance. Pour en arriver là, bien sûr qu'il y a eu, là encore, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, un audit, une espèce de compréhension de l'organisation du client, de telle sorte qu'on puisse vraiment délivrer la garantie et à juste titre, avec des capacités, des franchises, des montants précis qui sont adaptés. Et dans le cas précis, la prise en charge prend... L'assureur paye à la fois les frais d'expertise, d'assistance informatique, les frais de remise en état du site s'ils ont été dégradés, les frais de référencement, s'il y en a, et ainsi que, évidemment, la perte d'exploitation. Deuxième exemple, le cyber-extorsion de fonds. Alors, c'est souvent ce que les gens retiennent du risque cyber. Or, ce n'est pas du tout la plus significative, puisque là, on parle d'extorsion de fonds. On est sur plus une notion de fraude au président, fraude à l'usurpation d'identité, mais on est plutôt sur quelque chose qui bloque les données et qui nécessite un déblocage de données avec une demande de rançon. Mais sur cet exemple-là... La main un peu plus haute, c'est ça qui... D'accord. Alors sur cet exemple-là, je peux vous citer l'exemple d'une entreprise qui est spécialisée dans les études techniques, fluides, traitement de l'air et autres, et qui propose donc dans le cadre de services qui sont donnés pour des grands industriels, il y a là la possibilité je vous disais tout à l'heure, de récupérer une identité de monsieur le dirigeant, monsieur le gérant, monsieur le RH, monsieur qui s'occupe de la paye sur les réseaux sociaux. C'est très facile à faire sur LinkedIn et autres. On récupère cette identité, on se procure le mail, on fait un faux mail, ça engendre des paiements avec des RIB et bien souvent il n'y a pas un double contrôle, il n'y a pas un double check. Ça nous est arrivé il y a encore... pas très longtemps, il y a moins de 3 mois, je crois. Il y a une très belle entreprise qui faisait, dont évidemment je tairai le nom, mais qui fait une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc à 15 millions d'euros, vous êtes en train de me dire, ben oui, on est normalement supposé être extrêmement bien organisé avec un double contrôle sur toute la chaîne de valeur au niveau du paiement. Et ben non, ils se sont fait avoir bêtement. C'était un closing, bizarrement, un vendredi après-midi, bizarrement. Ils ont payé. Donc voilà. Alors bon, après il y a des assurances qui couvrent derrière, mais voilà un deuxième exemple. Et je terminerai par un troisième exemple, qui est celui du ransomware, cryptage de données clients, où un cabinet d'expertise comptable qui se développe et qui commence à se faire un nom, se trouve lui aussi à un moment donné sous l'eau avec des process qui sont de plus en plus nombreux. Dans le cadre du mutuel santé qui doit être mis en place de façon obligatoire, le hacker décide de ce moment justement de vulnérabilité par manque de temps pour pouvoir s'infiltrer dans le système du cabinet et crypter les données, de telle sorte que le hacker demande ensuite une rançon pour pouvoir débloquer les données. Là encore, le contrat d'assurance permet le paiement des frais d'expertise d'assistance informatique, les reconstitutions des données bien évidemment, et surtout les pertes d'exploitation. Moi, je voudrais voir surtout, on en parlait tout à l'heure quand on prenait le café, surtout que la notion d'audit, là on parle évidemment de cyber et c'est le sujet de l'intervention au sein du FinMed, mais d'une façon très générale, avoir en fait beaucoup de bon sens, des outils, nous sommes une boîte à outils. Nous, en tant que courtier,
Notre rôle évolue énormément auprès des entrepreneurs, qu'il s'agisse des start-upers ou des très grands groupes. On n'est plus l'assureur traditionnel. On accompagne, on conseille et on essaye d'anticiper les risques à travers des outils qui dépassent largement le transfert d'une police de risque qui est souscrite par un client avec une compagnie où on est au milieu. Ce temps est pour moi révolu. Il faut toujours avoir un coup d'avance, tant au niveau des outils que dans l'approche. Et cette notion d'aider le client finalement, parce que tout le monde n'a pas la compétence dans une entreprise. Un RAF, un DAF a des notions, mais n'a pas toujours la compétence pour pouvoir gérer en temps réel une cartographie des risques. Il faut la bâtir, il faut savoir le faire. Et c'est le rôle du courtier que de l'aider, que de lui, selon le modèle économique, et on a des habitudes, très vite, on pressent quand on rentre dans une entreprise quels sont les sujets qui sont vraiment prégnants. Et on appuie toujours là où ça fait mal, de telle sorte que c'est un dialogue. Et dans le dialogue, on écrit ensemble une feuille de route, une espèce d'audit, comme tu l'as dit tout à l'heure très justement, Francis. Et c'est ça, à mon avis, le rôle que doit avoir aujourd'hui un assureur de risque d'entreprise comme l'est le groupe GSA Prado. Merci Hugues. Tout à l'heure, je vous demanderai en conclusion un petit mot sur ce qui a été dit, et puis vous présenterez GSA et Cabinet Akeos pour terminer. Alexandra, si je choisis, lorsque je suis un entrepreneur, d'ouvrir mon capital, mais je suis très prudent, je m'appuie sur des BSAR, c'est le même pacte d'actionnaires que si c'était de l'entrée en capital traditionnel. Ça se passe comment ? Alors un mot sur le BSAR, peut-être ? Le BSAR, peut-être déjà pour expliquer un peu l'outil. Donc, c'est un bon de souscription d'actions. Ça fait partie de la grande famille de ce qu'on appelle les valeurs mobilières donnant accès au capital, c'est-à-dire des bons, en quelque sorte, qui ne servent à rien en tant que tels parce qu'on ne va pas voter avec et on ne va pas toucher de dividendes avec. Mais ça va donner accès à une action, donc à une part de capital dans le futur si un événement se réalise. Le BSAR... R, ça veut dire accord d'investissement rapide. En fait, c'est un peu la réponse à la valorisation impossible de l'entreprise. C'est le cas où la start-up est tellement en amont que finalement, ce n'est pas possible de dégager une valo à un instant T. Et pour autant, on a besoin d'argent. Donc, à quelle valo faire rentrer les personnes ? On pourrait discuter pendant des mois et des mois avant de se mettre d'accord, parce que finalement, on peut parler de tous les DCF qu'on veut. Je pense que le doigt mouillé reste à ce moment-là la méthode la plus adaptée pour valoriser une start-up. Donc, en fait, dans ce cas-là, avec le BSAR, on dit à l'investisseur, écoutez, on prend votre argent, merci beaucoup. En échange, on vous donne ce fameux BSA, accord d'investissement rapide. On ne vous dit pas quelle quote-part de capital vous aurez avec, mais on vous dit que dans un an, quand on va faire la prochaine vraie levée, en quelque sorte, vous convertirez votre BSA et la valo, votre valo, ça sera la valo de la levée future avec un discount de 10, 20, 25, 30%. Au-delà, plus on atteint les 30%, plus les vrais investisseurs qui rentrent grincent des dents, parce qu'ils trouvent que la décote est trop forte. Donc en fait, le BSAR, ça a vocation à être utilisé dans un laps de temps de vie assez court de la société, au moment où vraiment on ne sait pas quelle est la valo. On ne sait jamais vraiment, il y a toujours, c'est finalement une négo, la valo de la start-up dans ces phases d'amorçage. Et il y a quand même une incertitude, à la fois pour l'investisseur, qui ne sait pas finalement quelle sera sa quote-part de capital. Donc ça fonctionne quand même généralement avec des investisseurs qui sont assez proches des fondateurs. On est sur du friends and family un peu professionnel, quoi. Le chef d'entreprise proche du cercle amical qui a envie de donner un coup de pouce. C'est souvent ce type de profil que l'on voit. Et puis, il y a une incertitude pour les fondateurs parce qu'on prévoit ce qu'on appelle un floor et un cap, c'est-à-dire un plancher et puis un plafond, en disant si jamais il n'y a pas cette vraie levée qui intervient, ou si elle intervient trop tard, il faut bien poser un chiffre, parce qu'il va bien falloir le convertir, ce BSA. Il va bien falloir que cet investisseur entre au capital. Il ne va pas rester comme ça avec son BSA toute sa vie. Donc, il y a une espèce de valo un peu sanction qui intervient et qui donc n'est pas très favorable aux fondateurs.
Donc c'est quand même un aiguillon, parce qu'il va falloir que les fondateurs arrivent à lever s'ils ne veulent pas que ce BSA se convertisse à une valo qui n'est pas intéressante pour eux. Merci. Avez-vous des questions à ce stade-là à poser à nos intervenants? Pas de questions? Bien. Merci en tout cas. Tout le monde a compris le BSAR, c'est parfait, chacun. Il y a interro écrite à la fin, bien sûr. Merci Alexandra, merci Hugues. On arrive au terme de cette matinée. Un grand merci pour vos interventions. Hugues, un mot de conclusion sur le risque cyber, l'audit, la posture que doit avoir l'entrepreneur dès le départ, très en amont sur ces sujets-là, et quelques mots de présentation de GSA Prado et Alexandra de la même manière. Oui, moi là je vais m'adresser aux startups parce que bon, c'est l'objet de cette réunion ce matin. À minima, pensez déjà, vous assurez-vous, parce qu'on pense à la boîte, évidemment. Dès que vous avez votre numéro de SIRET et vous avez une ERC qui doit vous couvrir obligatoirement dans le cadre de l'exploitation d'activité, mais pensez à vous en tant que dirigeant, parce que c'est très important. Je pense à la responsabilité du dirigeant, à la perte d'emploi du dirigeant, à votre responsabilité en tant que mandataire social, à votre prévoyance, c'est la base. Le reste, les locaux, tout ça, c'est bien secondaire selon moi, c'est la priorité. Je vous parle en tant qu'assureur. Nous, notre groupe, c'est un groupe qui est très porté vers l'entreprise. Tu le sais, c'est le premier groupe indépendant et généraliste de tout l'arc méditerranéen. On a 7 personnes à Montpellier et 37-38 à Marseille. On intervient dans tout l'écosystème de l'innovation, French Tech, Marseille Innovation, etc. On est très présent auprès des startups. On est aussi présent auprès des fonds d'investissement, des business angels qu'on accompagne justement en conseil et en amont à travers des audits. On travaille évidemment sur le tissu local, donc beaucoup de TPE, PME, mais aussi quelques grands groupes. Tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir une très belle pépite avec Robertet. On travaille avec des gens comme la SNEF ou comme NGE Gnatoli, qui sont des groupes qui font plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc, en fait, l'écart type de cible d'entreprise est très large dans notre métier. Il est à l'image du territoire. Et on intervient sur tout l'arc méditerranéen avec des spécialités comme l'assurance collective, la construction, le cyber, on en a parlé, la fraude, les lignes financières aussi, on aurait pu en parler. Et aussi, je terminerai sur ça parce que c'est important pour les start-upers qui nous écoutent, même si les levées de fonds ne sont pas tout de suite permettent justement de faire l'effet tampon. Je pense à l'aspect BFR. On peut financer aujourd'hui, on peut assurer le besoin en fonds de roulement. Je parle de trésorerie, je parle d'assurance crédit, caution, affacturage. Et c'est super important parce que la trésorerie, ça parle à tout le monde. Et c'est le nerf de la guerre. Donc il y a eu le PGE, certes, mais quand on a aujourd'hui déjà des premiers signes avant-coureurs qui nous laissent penser que la fin d'année va être très compliquée. On a beaucoup de défaillances déjà. On voit que les gens puisent dans leur PGE depuis déjà maintenant plusieurs semaines. Bref, il faut que l'image vis-à-vis de tous les chefs d'entreprise qui sont là, de l'assureur traditionnel, change. En risque d'entreprise, on est là pour vous accompagner, on est là pour vous aider, on est là pour vous aider à trouver des solutions et les meilleures à un moment T en interrogeant le marché et les quelques 50 compagnies avec lesquelles nous travaillons. Voilà. Merci Hugues. Alexandra? Alors moi, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est qu'il est important de se servir du droit comme un outil stratégique quand on est chef d'entreprise. Ça n'est pas réservé aux grands acteurs économiques. Donc il faut monter en compétence là-dessus. Ça ne veut pas dire devenir avocat, mais ça veut dire prendre tous les outils, tout ce que ça peut avoir d'utile et de créatif en compte, parce que demain, avoir ce socle de connaissances, c'est ce qui va vous aider à être autonome quand vous allez avoir vos premières discussions avec des partenaires économiques. Pensez à faire signer un NDA, pas divulguer votre savoir-faire quand vous allez discuter pour convaincre un client, ce genre de choses, et être capable de poser les bases des futures relations que vous allez avoir avec vos futurs associés, par exemple, de manière saine et claire. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut sortir d'une vision un peu pince-homme, un peu
pas rigolote et contraignante du droit, c'est quelque chose de très créatif. Même en droit du travail, mon associé Michel Kuhn, qui n'est pas là aujourd'hui, vous dirait le droit du travail, c'est génial, c'est un outil hyper créatif. Et ben, en fait, c'est vrai. Je ne le croyais pas, mais à force de l'entendre expliquer, c'est vrai. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut être proactif sur ces matières juridiques. Et on sait chez Akeos que ce n'est pas simple, parce que c'est encore une compétence de plus sur laquelle il faut travailler quand on est chef d'entreprise, que ça peut représenter des coûts. C'est pour ça que nous, on a créé Akeos Lab il y a presque 10 ans, qui est notre outil d'accompagnement des startups, dans lequel on fait de la pédagogie pour nos clients, on leur explique des choses, on leur donne des outils pour qu'ils puissent s'autonomiser. Et on le fait parce qu'on pense que plus les sociétés de notre territoire seront en bon état juridique, mieux elles résisteront aux difficultés économiques. Et donc, plus on aura un territoire riche. Et donc, on considère que c'est notre petite pierre à cet édifice-là. Et puis, on sait aussi que ce n'est pas des explications et 3 modèles d'actes en libre accès sur notre site qui remplacent le besoin à un avocat. Et donc, Akeos Lab, c'est aussi ça, c'est l'accès à un avocat, enfin à un cabinet d'avocats d'affaires qui est leader sur le territoire, à des tarifs qui sont plus que compétitifs. Adaptés aux startups, exactement. Akeos fait ses 10 ans d'ailleurs ? C'est 10 ans, ça y est, c'était en juin, la date anniversaire, et puis on fera la fête en septembre. Bon anniversaire à Akeos. Merci Hugues, merci Alexandra, on peut vous applaudir. On conclut ainsi cette matinée de la 4e édition du FinMed Riviera. Merci à Jean-Christophe, Audrey, Frédéric, Stéphanie, Kevin, bien sûr d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et à très très vite pour une nouvelle édition du FinMed Riviera. Je voudrais évidemment remercier nos partenaires. D'abord Schema qui nous accueille avec ses équipes, formidable accueil. Jean-Christophe, Marine, merci. Les équipes de la Coque, Mélodie et Vincent qui nous accompagnent depuis le départ. Et puis le CIC, Deloitte, Akeos et GSA Prado qui sont de fidèles et actifs partenaires depuis l'origine. Merci à vous tous et à très bientôt.